Bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue donc à cette masterclass dédiée aux candidats du programme Grande École de Schema. Nous allons pendant une trentaine de minutes parler ensemble des clés du marketing digital. Alors avant de commencer, je vais rapidement me présenter. Je suis Jean-François Detout, je suis donc un ancien entrepreneur et investisseur dans le e-commerce. Donc depuis une dizaine d'années. J'ai ensuite créé mon entreprise de consulting donc en 2012, évidemment dédiée aux grands comptes dans le e-commerce et le marketing digital. Et en 2017, après quelques années d'intervenant, je suis devenu directeur du master spécialisé en marketing, data et commerce électronique donc de Lille et Paris en 2017. Je suis donc prof schéma et membre de l'Académie Digitalisation. Je vous laisse mes coordonnées si vous souhaitez qu'on reste en contact, ce sera avec plaisir. Vous voyez en bas donc un livre que j'ai eu la chance d'éditer en 2017. Je suis également actuellement à un parcours à la London Business School et vous voyez une photo d'un cours que j'ai pu donner justement au programme Grande École à chaque rentrée. Alors sans plus tarder, on va rentrer dans le détail de notre formation, notre masterclass. Alors Internet, vous êtes né avec en fait, vu votre âge, et vous n'avez quasiment connu que ça. On vous appelle d'ailleurs les digital natives. Sachez qu'avant Internet, les marques communiquaient déjà, et elles communiquaient en fait de manière différente. Elles communiquaient de manière assez mass-centrique, c'est-à-dire qu'elles communiquaient des informations très top-down en fait à un public large. Et pour connaître la retombée d'une publicité télé, ou radio, ou print, c'est-à-dire l'impression sur un bus ou par exemple un affichage urbain, eh bien on allait délimiter des parts d'audience et du chiffre d'affaires. En fait, on n'avait pas du tout idée du chiffre d'affaires généré par canal. On était dans une logique très moyen-termiste et très approximative. Internet a changé tout ça. Désormais, on sait ce qu'on fait avec 1 € dépensé, avec 1 000 € dépensés et avec 1 million d'euros dépensés. On est donc dans une logique qu'on va appeler ROIST. ROIST pour Return on Invest, retour sur investissement. Alors tout ça, ça donne lieu à énormément de données. On appelle ça le big data. Le big data, c'est cette somme de données qu'on va pouvoir collecter sur les parcours des clients, sur leurs applications, sur Netflix, sur leurs navigateurs tels que Safari ou Chrome. On exploiterait uniquement 5% des données, c'est-à-dire que 95% des données partent à la poubelle, on ne sait pas toutes les exploiter. Une des grandes questions qu'on va se poser en fait en 2020 ou dans les années à venir, c'est comment réconcilier les données entre un utilisateur qui va aller dans un cinéma, qui va aller dans un magasin comme Decathlon, et qui va aussi naviguer sur Internet. Est-ce qu'on va le réconcilier grâce à la donnée mail, aux cookies, à la carte de fidélité? On peut mettre aujourd'hui des puces NFC dans les cartes de fidélité. Est-ce qu'on va le reconnaître en ticket de caisse? Si vous êtes allé chez Decathlon récemment, on vous demande de scanner la carte de fidélité et de passer en caisse seule, et bien ça veut dire qu'on vous a complètement identifié. Ou est-ce qu'on va carrément en faire un business model? C'est le cas de Amazon Go. Amazon Go, je vous rappelle, c'est l'application qui vous sert aux États-Unis à rentrer dans un magasin, à faire vos courses, à sortir de ce magasin sans jamais avoir à passer en caisse. Là, c'est complètement une vision futuriste, mais qui existe réellement. Et on va voir ensemble quelques chiffres assez ahurissants sur le marketing digital, évidemment, tout à l'heure. Le CRM, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le Customer Relationship Management. C'est la centrale de notre outil Internet. C'est là où on va gérer nos clients et nos prospects. On appelle ça le CRM. Alors, quelques fondamentaux avant de commencer. Le digital a 3 fondamentaux. Le premier, c'est attirer du trafic vers son site Internet et ses applications. On appelle ça le Search Engine Marketing, qui regroupe le référencement naturel, c'est-à-dire Google, le référencement payant, c'est-à-dire Google Ads, et le référencement sur les réseaux sociaux, le Social Media Optimization, Instagram, TikTok, Snapchat, etc. On va parler au global de search. À partir du moment où vous cherchez une marque ou une prestation, il faut que vous soyez visible. On va donc parler du search en général. Ça, c'est la logique d'acquisition. J'attire les internautes à moi. Deuxième phase, la conversion. Vous êtes un visiteur sur un site, il faut que je vous transforme en prospect. On appelle ça également un lead, ou puis en client. D'accord? Et là, on va parler de UX, on dit UX en français, de User Experience. Comment faire que la navigation, l'expérience online soit conviviale et donc faire en sorte que ces prospects se transforment en clients. Et enfin, point le plus important du digital, on va voir ça tout à l'heure, c'est la fidélisation qui a lieu dans le CRM. Je rappelle CRM, Customer Relationship Management, l'outil de gestion de la relation client. Je vais rester en contact avec mon audience, je vais en faire des clients fidèles et mieux, des ambassadeurs de ma marque.
À noter que quand on est en mode projet et qu'on crée des sites internet, ce qui est mon métier de consultant, eh bien, on passe d'abord du temps sur la conversion sur le site, puis sur le CRM pour fidéliser et donc conquérir de nouveaux clients, et enfin sur la logique de dépenses sur les canaux d'acquisition. Voici un schéma qui représente la vie d'un internaute. En haut, vous avez les impressions. Une impression, c'est à chaque fois qu'on va voir votre marque sur un navigateur. D'accord? À chaque fois, on va appeler ça donc une impression, vous êtes vu. Et donc, c'est déjà de la publicité. Si vous cliquez sur une offre pour arriver sur un site internet ou une application, vous allez donc devenir sur Google Analytics. Google Analytics, donc l'outil de tracking, un clic, un visiteur réel sur le site. Si vous allez donc réaliser d'autres actions, demander un rendez-vous, acheter, demander un catalogue, simplement entrer en contact, vous allez devenir à ce moment-là un lead et vous allez basculer dans le CRM. C'est donc l'endroit le plus stratégique du digital, le CRM. On va essayer d'y connecter et d'y récupérer le maximum de leads qu'on va qualifier en base. On va appeler ça, dans nos cours de schéma et de marketing, la segmentation. Est-ce que je suis un client de 30-40 ans? Est-ce que je suis urbain? Est-ce que j'ai des enfants? Est-ce que je suis un homme, une femme? Quelles sont mes appétences? C'est dans le CRM qu'on va retrouver toutes ces informations-là. Donc il y a un entonnoir, des vues, puis du trafic, puis un lead en CRM. On a deux façons de générer du trafic. La première, c'est le push. Je vais pousser, tout simplement, une marque, un produit à mon internaute. On verra un exemple tout à l'heure qui va vous parler avec un exemple sur Facebook Ads. J'ai aussi l'emailing, par exemple. L'internaute ne m'a pas sollicité, c'est moi qui l'identifie grâce à mes algorithmes et à mes outils, à mes logiciels, et je vais lui proposer une pub. Je vais donc lui pousser une pub. D'où cette expression push. Vous l'aurez compris, la deuxième technique, c'est le pull. L'internaute me cherche. Je cherche une trottinette, je vais avoir des résultats à droite de votre écran qu'on appelle naturels, des résultats organiques. Je ne paye pas pour être présent à la place de Decathlon à droite ici. D'accord? À gauche, je suis sur Google Shopping. Je paye à chaque clic généré par l'internaute. On appelle ça le CPC, le coût par clic. Rappelez-vous la première slide tout à l'heure, je vous expliquais qu'avant, les marques dépensaient beaucoup d'argent en télévision, en radio, et dépensaient des fortunes pour être visibles à des moments clés sans avoir de retour sur investissement. En digital, je sais exactement la dépense que je gère par jour, je sais mesurer ce que fait l'internaute sur mon site, je sais s'il devient un lead, je mesure donc tout au pixel près. C'est ça la science du digital. Qui dit digital dit immédiateté, vous devez connaître ces schémas, on y retrouve, vous voyez, les 4 rectangles des 4 P qui existent toujours. Eh bien, l'intérêt du digital, c'est qu'on n'est plus obligé de sortir de chez soi pour aller visiter ce que fait un magasin concurrent ou pour nous une école concurrente. On a toutes les informations depuis son bureau. YouTube, réseaux sociaux, site internet, applications. Je peux tout contrôler depuis mon bureau ou mon smartphone. Et donc, cette immédiateté va faire en sorte que il y a des marques aujourd'hui, on va le voir après, qui se créent en 1 mois, en 6 mois et qui deviennent des marques successful, qui sont donc des marques à succès, qui rencontrent leur public immédiatement parce que l'étape de ciblage est très facile sur Internet. Vous avez peut-être des exemples en tête. D'ailleurs, je vous invite à me poser des questions et je me ferai un plaisir en fin de séance d'y répondre tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat. Donc, mon plan d'action est immédiat, mes résultats sont instantanés. Évidemment, l'une de mes problématiques, c'est que j'ai peut-être toujours des magasins ou des lieux de rencontre physiques ou téléphoniques, et il va falloir que je synchronise les données du digital et du offline ensemble. Ça va généralement se passer dans ce qu'on appelle le CRM, on l'a vu, et dans un outil qui est encore plus technique, qui s'appelle la DMP. DMP veut dire Data Management Platform. Et là, on arrive dans le haut niveau du digital. Un exemple ici avec Airbnb. Airbnb, je rappelle le concept, vous êtes soit touriste, soit un propriétaire. On les appelle des autres. Eh bien, par un principe de parrainage assez simple, en tant que propriétaire d'une chambre ou d'un appartement, vous pouvez parrainer des amis qui vont à leur tour devenir propriétaires et donc accueillir des touristes. Airbnb propose 80, dès que vous aurez dépensé 91 € en tant que propriétaire nouveau, de vous rémunérer, vous, en tant que parrain, 46 €. Ça peut paraître une belle somme, 46 €. C'est extrêmement faible par rapport aux revenus supposés générés par un nouveau propriétaire.
On va parler d'un terme un petit peu barbare, la Customer Lifetime Value. C'est un terme qui existe depuis très longtemps dans la banque ou l'assurance. Quelle est la valeur d'un client sur tout son cycle de vie? D'accord? Quand je viens d'avoir mon bac et que j'ouvre un compte dans une banque, combien vais-je rapporter à cette banque de mes 18 ans à mes 60-70 ans? Est-ce que je vais y rester? C'est ce qu'on appelle la Customer Lifetime Value. Sachez bien que si Airbnb met 46 € sur la table pour recruter un nouveau client, il est fort à douter que ce client va rapporter 500, 1000, 2000, 3000, 4000 € très rapidement. C'est le principe en fait du parrainage pyramidal, on va le revoir sur la slide suivante. Vous le voyez en haut à droite, c'est ce petit schéma. Un client égale 3 filleuls égale 9 filleuls. On a un système comme ça pyramidal pour générer de plus en plus de leads facilement sans avoir à dépenser d'argent en off-site, en dehors du site. L'agilité est un état d'esprit très digital, donc on est dans cette logique de tester sans cesse et d'avoir le droit à l'erreur, d'expérimenter, de corriger en temps réel, d'améliorer, et donc on va appeler ça l'agilité et le test and learn. D'accord? C'est un point très important qui est lié au digital. Dans le digital, on a quelque part plus le droit d'échouer. Pourquoi? Parce qu'on va dépenser très peu d'argent via des phénomènes comme le A/B testing. Le A/B testing, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de proposer à un internaute une version A du site et à un internaute une version B du site. Ensuite, on va mesurer la performance des deux versions de site qui circulent et on va donc comprendre que l'un des deux est plus performant et on va conserver ici la version B. Un exemple dont vous n'êtes peut-être pas au courant. Sur Netflix, lorsque vous naviguez sur la recherche, le catalogue de séries et de films, vous ne voyez pas la même pochette que votre petit ami, que votre ami, que votre voisin ou que vos parents. Car Netflix personnalise même la couverture et le texte pour chaque internaute selon le parcours, selon la segmentation, sujet dont on a parlé tout à l'heure. Donc Netflix fait du A/B testing en permanent grâce à cette segmentation en direct. Alors, on l'a dit tout à l'heure, le marketing digital auparavant était très top-down, un grand message envoyé à beaucoup de monde, et on espérait toucher comme ça 3% des personnes, 4% des personnes. On appelait ça un modèle, finalement très simplement, probabiliste et statistique. D'accord? Une communication très, on va dire, qui arrose en fait ma cible. Aujourd'hui, on est sur une approche qui a complètement changé. On a parlé d'ubérisation, on va parler de user-centric et de product-centric. Les 4 marques qui sont en bas doivent vous parler. Le slip français, Cézanne, Bonne Gueule ou encore Teddy Bear, ce sont des marques qu'on appelle des DNVB, vous pouvez noter ça, une Digital Native Vertical Brand. Tout simplement une marque qui a mis l'utilisateur au centre de sa stratégie et donc qui est orientée utilisateur. Produit utilisateur, avec des dépenses quasiment uniquement en ligne. Ces marques-là, aujourd'hui, commencent à faire de l'ombre aux marques leaders. Évidemment, elles plaisent beaucoup aux millennials et aux plus jeunes, car elles sont très orientées clients. C'est satisfaire le client, coûte que coûte, tout simplement. Les marques ont changé leur business model. Auparavant, je le répète, vous étiez une marque de lessive, une marque de jeux vidéo, vous communiquez sur la télévision, il n'y avait pas d'échange avec le client. Le client recevait votre information et la traitait. Vous ne pouvez pas communiquer avec vous. C'est aujourd'hui complètement nouveau. On était donc dans un circuit B2B2C, business to customers. Des grandes marques distribuées dans la chaîne de distribution qui elle-même distribue à des clients finaux. C'était donc une communication top-down. Il n'y avait absolument aucun tracking, si ce n'est des études trimestrielles ou semestrielles. Aujourd'hui, les marques, et ça, vous n'avez, vous, connu quasiment que ça, hein, vous êtes né dans les années fin 90 ou début 2000, vous communiquez avec des marques. Mais je peux vous dire que l'équipe qui est derrière et qui m'accompagne ce soir, quand on avait, nous, 10, 15, 20, 25, 30 ans, on ne communiquait pas avec les marques. D'accord? On achetait un produit, c'était tout. On le consommait. Aujourd'hui, je vous ai mis quelques exemples ici. On communique sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, directement avec les marques. On est donc dans l'échange. Évidemment, je l'ai commenté pour le meilleur, quand on s'appelle Decathlon, et quand on a un opérateur téléphonique, pour le pire, puisqu'on peut aussi avoir pas mal de ratés, et donc on va devoir se justifier. Donc les marques aussi se mettent à vendre en direct. C'est du B2C.
Business to customers. Les marques vont vendre leurs produits en direct, on va le voir après. On a également de plus en plus le C2C. Les internautes vendent entre eux. C'est le cas du site Le Bon Coin que vous connaissez tous. D'ailleurs, je profite de parler de ça puisque le fondateur du Bon Coin, Antoine Junot, est un ancien Schema, un alumni donc un ancien étudiant de la maison. Donc les internautes communiquent entre eux et même sont capables d'acheter. Peut-être que vous avez déjà pris des Blablacar. Blablacar, c'est exactement le business model du C2C. Vous êtes entre vous, vous vous arrangez sur un trajet, vous êtes d'accord sur le tarif et vous faites affaire. C'est donc du C2C. Vous n'avez pas eu besoin de l'intervention d'une marque pour organiser un trajet. Quelles sont les limites du e-commerce? Aucune. On est en 2020. On vend des Tesla entre 60 et 200 000 euros uniquement sur Internet. Comme si on achetait de la lessive ou de la confiture. Il n'y a plus de limite en termes de produits. Aujourd'hui, Tesla a un business model avec de la vente quasiment uniquement en ligne. Il y a quelques toutes petites concessions, quelques essais, mais la marque de Tesla a fait ce qu'on appelle de l'éco-marketing, être connue sans jamais dépenser un seul centime sur de la télévision ou de la pub digitale. C'est une prouesse absolue et qui est 100% digitale, assortie évidemment d'un produit qui plaît à sa cible, on va en reparler tout à l'heure. J'ai fait ce petit parallèle parce que ça doit être quelque chose de marquant pour vous. Alibaba, le géant chinois de la distribution, avec le charismatique Jack Ma à sa tête, réalise 35 milliards d'euros de chiffre d'affaires en une journée. Ce qu'on appelle le 11-11, le jour des célibataires en Chine. 35 milliards d'euros en 24 heures. Donc vous compreniez, c'est un tiers du chiffre d'affaires du e-commerce français sur un an. À droite, pour encore plus marquer le coup, Amazon réalise en 2019 254 milliards de chiffre d'affaires. J'ai placé ce petit schéma juste en dessous. Si Amazon était un pays, il serait le 45e pays le plus riche du monde. C'est incroyable. D'accord ? Ce sont des entreprises aussi puissantes et plus puissantes que des pays. D'accord ? Et donc pour vous, aujourd'hui, Amazon est sans doute un réflexe. Amazon, on va en reparler après. Comment il en est arrivé là? On va voir un petit peu les secrets de Bezos à sa création, évidemment, à chaque fois très rapidement. L'idée, ça sera qu'on creuse ensemble l'année prochaine tous ces sujets. On a Aramis Auto ici, c'est un site en fait qui vend des véhicules. Jusque-là, rien d'incroyable. Mais Aramis Auto, ça a été racheté par PSA, par Peugeot Citroën. Pourquoi? Pour collecter la donnée sur le client. Est-ce que cette année, on préfère les voitures hybrides? Est-ce qu'on les préfère rouges? Est-ce qu'on préfère les SUV? Que vont chercher les internautes sur mon site? Toutes ces informations capitales, Peugeot les connaît désormais. Rappelez-vous qu'auparavant, Peugeot, quand il vendait des véhicules dans le circuit classique, n'avait aucune information sur son client final, si ce n'est l'âge, la ville, peut-être le métier. Aujourd'hui, ils savent tout ce qu'on cherche sur des véhicules grâce à leur site. On va appeler ça un site de contenu, Aramis Auto. Aramis Auto, ça faisait quelques millions de chiffres d'affaires, c'était pas très intéressant en termes de croissance externe. Ce qui intéressait PSA, c'était la donnée. Je rappelle, PSA, c'est plus de 50 milliards de chiffre d'affaires. Et bien, grâce à Aramis Auto, ils ont aujourd'hui la donnée de tous les clients et prospects français pour mieux piloter leur stratégie de création de véhicules. Je vous ai mis sur cette slide 5 marques que vous connaissez, c'est forcé. Amazon, Booking.com pour la réservation d'hôtels, Airbnb pour la réservation chez le particulier, Tesla pour la vente de véhicules et Uber pour le VTC. Vous connaissez tous. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ces marques ont réussi. Ces marques ont réussi car comme Amazon, elles ont été intelligentes, elles ont toujours travaillé avec un échantillon de départ, qui est le CSP+, les catégories socio-professionnelles supérieures, les gens qui gagnent le plus d'argent. Amazon, fin années 90, quand il se lance, vend des livres. Ça n'est pas un hasard. Le livre est un produit facile à emballer, qui est identique en librairie et identique sur Internet. Le livre est lu par les catégories socio-professionnelles, elles-mêmes étant les seules à avoir une communication Internet décente permettant de naviguer et d'acheter sur Internet. Et toutes les marques qui se sont lancées dans les dernières années, vous avez vu les exemples tout à l'heure, Cézanne, le slip français, etc., toutes ont la même stratégie. C'est un peu un secret entre nous, ça.
au départ, elle chasse les CSP+, les personnes influentes. On les appelle aussi des early adopters, ce sont les premières personnes à adopter une nouvelle technologie. Et à chaque fois, pour ces business models-là, on va avoir un phénomène qui est d'abord les CSP+, puis les CSP moyens, puis on va envahir le marché, toutes catégories confondues. Mais à chaque fois qu'une marque se lance, elle a besoin d'abord des CSP+. Quand je m'appelle Airbnb, pour me lancer, j'ai besoin des propriétaires. Donc je vais d'abord chasser cette cible-là. Et à chaque fois, on va avoir donc ces early adopters, petite théorie encore une fois de marketing, mais le CSP+, est une catégorie qui a besoin de se différencier, avoir une plus belle maison, aller plus loin en vacances, dans des plus beaux endroits. Si je suis le premier à voyager grâce à Booking, le premier à acheter une Tesla, le premier à voyager avec Uber, dans mon cercle, je me différencie positivement. Tout ça, c'est du marketing inconscient et ultra efficace. Amazon, vous devriez me dire que c'est une entreprise prolifique, rentable. Eh bien, son entreprise de distribution ne l'est pas du tout. Aujourd'hui, et depuis des années, Amazon vend à perte. Son écosystème de supply chain, de logistique, d'entrepôt, de transport gratuit ne génère pas de revenus. Mais ce qui génère du revenu chez Amazon aujourd'hui, c'est Amazon Web Services. C'est sa filiale de cloud dédiée en fait à louer son infrastructure technique. Alors tenez-vous bien, parce que ce que je vais vous annoncer est quand même très impressionnant et vous pouvez vérifier chez vous évidemment. Amazon Web Services a une infrastructure informatique tellement puissante qu'aujourd'hui elle fait tourner Decathlon, Netflix, la CIA et la NSA. Là, c'est quand même assez impressionnant. Vous avez une infrastructure informatique tellement puissante et réactive et rapide qu'elle est sous-louée à des acteurs tierces. C'est ce qu'on appelle le cloud. Et vous voyez sur ce petit schéma assez simple, on est passé avant votre naissance d'un schéma achat-vente. Avant, on achetait des produits puis on les vendait. Désormais, je vends une chambre d'hôtel sur Booking.com puis je l'achète. En clair, ni Airbnb, ni Booking, ni Uber, ni Amazon n'ont et n'auront à jamais de problème de trésor. C'est impossible, puisqu'ils vendent puis achètent. Ça, c'est un bouleversement, puisque nous, on a connu ce qu'on appelait les soldes, donc on vend le surplus. Désormais, il n'y a quasiment plus de surplus, puisqu'on est dans une logique, ce qu'on appelle de flux tendu. Donc ça aussi, ça a quand même beaucoup bouleversé les modes de consommation et les modes de pensée. Alors ici, on revient sur ces marques-là. Là, ce qui fait leur force, c'est qu'on n'a pas besoin de les appeler. On n'a pas besoin d'appeler Booking, Tesla, Amazon, tout se fait en ligne. Donc le online a un rôle aujourd'hui, il doit réaliser des tâches autonomes et simples. Retenez un mot-clé, l'autonomie. Le site internet doit être autonome. À l'inverse du offline, évidemment la salle de classe, à schéma, le guichet, le centre téléphonique, tout ça c'est du offline, c'est de la personne réelle qui doit avoir un rôle qualitatif, une plus-value, une valeur ajoutée. On va donc appeler ça le offline. Il doit être capable de générer ce que le online n'est pas capable de faire. On a un exemple ici avec le site Meilleur Taux. Alors vous n'êtes pas encore concerné, mais dans quelques années, vous allez chercher à être propriétaire. Eh bien, vous allez chercher, comme son nom l'indique, un meilleur taux. Sur ce site, on peut tout à fait comparer les banques entre elles, tout simplement grâce à un site qui est fait de manière autonome. J'achète un bien, quel est le prix de ce bien, etc. Je vais tout réaliser en ligne. Je vais donc devenir ce qu'on appelle un marketing qualified lead, un lead qualifié au niveau du marketing. Et le relais va se faire via des SMS et via des appels et via des rendez-vous en agence pour terminer la vente, ce qu'on appelle en vente, faire le closing. Je vais closer mon lead. Quel est le mix parfait selon Google? Le mix parfait selon Google, il est simple. C'est lorsqu'il y a une technologie plus la ligne verte, l'action humaine qui va venir se greffer. Lorsqu'on a les deux qui cohabitent, c'est le cas de Booking. Booking a fait une plateforme absolument autonome. Vous êtes un hôtel, vous pouvez gérer vos chambres sans avoir à les appeler. Vous êtes un touriste, vous réservez sans les appeler. Plus des salariés sur les tâches qualitatives. Ce mix-là, Google le confirme, est le plus efficace. Alors, excusez-moi. On a aussi aujourd'hui dans le retail la possibilité sur des sites comme ici le site de Mixa, d'acheter en ligne sur Amazon, vous le voyez, de première ligne, mais aussi de savoir où est ce produit autour de moi. Vous tapez votre code postal et on va savoir si le produit est en stock. Cette solution s'appelle Click to Buy
et elle est capable donc de connaître le stock des magasins et de savoir vous orienter sur soit de la vente en ligne, soit de l'orientation en magasin, selon également un sujet qui est les horaires d'ouverture, ou à Paris, la ligne de métro par exemple. Il y a un retard très net pour toutes les marques qui sont nées avant l'an 2000. On a vu les digital natives tout à l'heure, les marques verticales, les pure players, on les a appelés, ces marques qui sont nées en ligne, elles sont, elles, multi-moment et connectées. Et on a dans la deuxième moitié des marques en retard sur le digital qui donc doivent amorcer ce qu'on appelle la transformation digitale. Ça veut simplement dire faire en sorte que l'écosystème online prenne le relais sur le offline, sur toutes les missions qui peuvent être autonomisées. Retenez ça, c'est un mot-clé important, l'autonomisation de mon écosystème digital pour que les équipes réelles donnent un poids plus fort au marketing et aux actions toutes simples selon le business model dans lequel vous travaillez ou souhaitez travailler. Un lien que je vous laisserai tout à l'heure, on va vous partager ces slides évidemment, le Digital Maturity Benchmark proposé par Google, vous allez pouvoir le renseigner et savoir si effectivement votre entreprise, l'entreprise dans laquelle vos parents travaillent, vous travaillez, vous aspirez à travailler, est ou pas mature d'un point de vue digital. Vous savez mieux que moi l'explosion du vocal. Aujourd'hui, on estime qu'on est sur une croissance de 10 à 15% par an, que 25% des millennials feraient des requêtes vocales. On le voit ici, la requête pas loin. Vous savez, je cherche une pizzeria pas loin, je cherche une bibliothèque pas loin. Eh bien, c'est une recherche vocale qui a explosé, puisque on a donc Siri, etc., qui permettent cette nouvelle requête. Donc, dans la création de notre contenu, on va aussi être vigilant sur la localisation et sur le contenu riche. On appelle ça le référencement long train, c'est-à-dire le référencement sur plusieurs mots-clés. Alors là, je vais vous parler de mathématiques. Le ROAS, pour n'importe quel directeur en marketing digital, pour n'importe quelle équipe liée à l'acquisition de trafic, c'est le Return on Advertising Spending. Évidemment, nous, on a tous les profs pour vous former à ce sujet-là. Quel est mon revenu pour 100 € dépensés sur un canal? Je m'expliquerai simplement. On va voir un exemple juste après, un exemple concret. Je dépense 100 € sur ce canal qui est Facebook Ads ou Instagram Ads. Quel est le CA que je vais générer? Ça, on est capable de le savoir grâce à Google Analytics, entre autres. Est-ce que ce client va rester client chez moi plusieurs années? Combien va-t-il dépenser à terme? Est-ce qu'il a une capacité de parrainage forte? Est-ce qu'il est donc capable d'alimenter et de parrainer d'autres personnes? Donc le ROAS, c'est le KPI ultime de n'importe quel directeur stratégique. KPI, ça veut dire Key Performance Indicator, un indicateur clé de performance. Voilà l'exemple dont je vous parlais depuis tout à l'heure. On est ici sur un écosystème que vous connaissez tous, qui est Facebook. Je rappelle que Instagram, WhatsApp appartiennent aujourd'hui au groupe Facebook. Et on est sur du push. Rappelez-vous tout à l'heure, le push, je pousse une publicité à quelqu'un qui n'a rien demandé. Ici, l'internaute se balade et on lui dit « tag un pote qui veut de la barbe ». Donc la question c'est, je vais avoir des gens qui commentent et qui taguent des personnes. On voit ici 11 261 commentaires pour cette marque. C'est un succès colossal. Ce produit, bon, vous l'avez compris, vous sert à avoir une meilleure, ou une plus belle, ou une barbe plus homogène. D'accord? Donc il cible les hommes de 16 à 45 ans, et donc il est capable de cibler vraiment de manière très très précise, grâce à votre fiche Facebook, qui vous êtes, ce que vous avez, votre appétence, etc. Et on va y taguer des personnes, ça c'est du earned media, on va gagner en fait en viralité, c'est des mots que vous devez connaître, la viralité d'un post, et on va avoir comme ça des prospects qu'on va pouvoir de nouveau solliciter jusqu'à ce qu'ils cliquent un jour sur la pub. Alors je passe rapidement, cette pub-là, vous le voyez à droite, c'est maxbarber.com. Vous arrivez sur le site grâce à Facebook ou Instagram. On vous rassure, obtenez une barbe en un temps record. Il y a un spécialiste qui vient argumenter tout ça. On vous dit que les résultats sont scientifiquement garantis. On vous propose un prix évidemment d'accueil. Attention, il ne reste plus que 11 produits en stock. Ça, c'est le panic marketing. L'entreprise qui excelle là-dedans, c'est Booking. Attention, il ne reste plus que 3 chambres disponibles. Dépêchez-vous, il y a 17 personnes sur cette chambre d'hôtel. Donc, c'est ce qu'on appelle le panic marketing. Il y a 24 personnes qui visitent actuellement. On en a vendu 32 dans la dernière heure. Vous voyez en bas à gauche, c'est vraiment impressionnant. En quelques secondes, je ne voulais rien. Je passe de
simple internaute à prospect pour Max Barber. Quand je dis jeu, c'est évidemment la cible. Et vous voyez à droite, on me propose un pack, un produit 23,90, les deux, l'unité à 21,90, etc. Donc on a aussi une logique de tarif dégressif très agressive qui permet d'acheter plusieurs quantités. Et sur la troisième capture d'écran, on essaye aussi de travailler la proximité locale en disant qu'il y a Paul à Manosque qui viennent acheter ce produit. Exactement la stratégie marketing, encore une fois, de Booking. On est absolument sur une marque digital native vertical, comme on l'a vu tout à l'heure, comme le site français, avec une stratégie uniquement de ciblage et de partage de la communication, avec aussi un tunnel de commande extrêmement rapide et agressif et efficace. On va travailler en marketing digital ce qu'on appelle le trust. Le trust, c'est ici chez Booking de rassurer en quelques secondes l'internaute. De belles photos, un beau contenu, des commentaires authentifiés, etc., etc. Et même des chambres évaluées selon la qualité du personnel, selon le confort, selon la connexion du Wi-Fi. Booking est le maître en termes d'autonomisation du contenu. Vous connaissez tous ce site. Et vous ne passez plus que par là pour réserver une chambre d'hôtel. Vous n'appelez quasiment plus les hôtels en direct. Aujourd'hui, quand on est un hôtel comme le groupe Accor ou etc., on est obligé d'être référencé chez Booking pour remplir son catalogue de chambres qu'on remplissait avant par téléphone, par mail, etc. Donc c'est devenu une obligation pour les hôtels d'y figurer. Évidemment, une commission chez Booking, c'est entre 14 et 25%. Donc quand vous payez votre chambre 100 €, vous reversez intrinsèquement 10 à 20 € à Booking, c'est ce qu'on appelle une commission. Donc Booking ne peut pas perdre d'argent, c'est impossible. On a aussi YouTube dans le search qui est très important. En moyenne aujourd'hui, on passerait 27 minutes par jour sur YouTube. Évidemment, la catégorie qui va passer le plus de temps, c'est la catégorie des 25-49 ans, mais les plus jeunes, eux, ils passent plus de temps. On le voit ici en bas, 46 minutes. YouTube, c'est donc un formidable outil pour faire des vidéos de présentation de son entreprise, faire de la publicité avant d'autres vidéos et être présent. Car dans l'outil de search aujourd'hui, il faut absolument être présent sur YouTube. L'envers du décor, c'est un environnement ultra technique. Le marketing digital est assorti de deux grandes dimensions, on l'a vu, les mathématiques pour tous les calculs, mais aussi la partie technique, l'infrastructure informatique. C'est pour ça que Schema se spécialise depuis plusieurs années dans l'intelligence augmentée. On a d'ailleurs créé notre propre laboratoire de recherche à Montréal. On a une académie de digitalisation. Nous sommes vraiment dans ce wagon-là, le wagon de la technique, de l'infrastructure informatique au service du marketing digital. Cet écosystème que vous voyez, ça fait partie des missions que je mets en place pour des très grosses marques. Ici, c'est Cyrillus, pour lequel on a mis en place un énorme écosystème capable d'envoyer un SMS à un client qui sort d'une boutique, à un client qui n'a pas commandé depuis 2 mois, et de réaliser tout ça de manière absolument automatisée, sans contrôle humain, grâce à une DMP, un CRM. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il y a du potentiel dans les métiers du marketing digital et que Schema est un super tremplin pour arriver dans ces métiers-là. Maintenant que je vous ai parlé de tout ce marketing digital, je vais vous demander de faire chez vous ces tests. Il y a un site qui s'appelle youronlinechoices.com. Vous avez largement le temps pendant que je discute de noter youronlinechoices.com et vous allez cliquer sur contrôler ces cookies et vous allez voir tous les trackers installés sur votre ordinateur ou smartphone. Et vous allez voir que c'est absolument bluffant. On sait tout de vous, on sait comment réactiver votre profil, on sait qui vous êtes, on sait par quelle publicité vous ciblez. youronlinechoices.com/fr/contrôler ces cookies. Si vous tapez sur Google contrôler ces cookies Your Online, vous allez trouver ça très rapidement. Premier lien. Deuxième lien, Google qui joue le jeu, qui nous laisse carrément le adsettings.google.com/authenticated. Évidemment, vous aurez tout ça, ne vous inquiétez pas, on va vous envoyer les slides. Google a dressé votre portrait robot. Et quand je veux envoyer ma pub Max Barber à un homme de 35 ans, ce qui est mon cas, j'ai 35 ans, je suis ciblé comme ça par Google. J'aime l'actualité, j'aime les agendas et les événements, j'aime les arts du spectacle, j'aime les voitures, j'aime les animaux. Et vous avez une liste comme ça, d'une 50aine d'items et de passions qui permettent de vous cibler de manière ultra précise. Qu'est-ce que vous avez aimé sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, et tout ça est agrégé. Et grâce à cet outil, vous allez voir à quel point vous êtes
très bien ciblés par le marketing digital. Un troisième point qui va encore plus loin, c'est le check-up confidentialité de My Account sur google.com. Troisième lien à faire chez vous. Quelles sont toutes les données, paramètres et données que j'ai laissées en ligne? Alors évidemment, en tant que citoyen, ça peut, j'ai envie de dire, interpeller, mais en tant que marque qui souhaite se trouver une cible très rapidement à moindre coût, c'est un formidable potentiel. Et puis quelque part, rappelez-vous de ce défaut des anciennes marques ou du marketing ancien, communiquer à tout va sans savoir qui est en face de sa télévision. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de cibler des marques, cibler des clients avec très peu de moyens et en étant ultra précis. D'accord, c'est ça qu'il faut voir, c'est la potentialité du marketing digital. Quel futur nous réserve le marketing digital? Eh bien, sachez-le, depuis 6 mois aux États-Unis, Walmart, tenez-vous bien, propose aux clients qui sont OK d'équiper leur porte d'entrée d'une serrure connectée pour 49 $ et de livrer les courses chez vous. Quand je dis chez vous, ce n'est pas dans votre ascenseur ou sur votre palier, c'est dans votre réfrigérateur, votre congélateur et votre placard. Et les clients acceptent ça. En fait, on fixe une caméra sur le casque du transporteur, il a le code de la porte d'entrée, il va rentrer chez vous et il a des instructions. Qu'est-ce qui va dans le réfrigérateur, qu'est-ce qui va dans le congèle, qu'est-ce qui va dans le placard. Vous allez sans doute me dire que certains sont réticents, certes, mais beaucoup de clients ont accepté car refusent aujourd'hui de perdre leur temps dans la grande distribution, dans les rues, etc. Donc ce format-là est absolument incroyable. Les gens font leurs courses en ligne et rentrent chez eux et tout est déjà arrangé. D'accord ? C'est quelque chose qui interpelle. Et évidemment, lorsqu'on fait du marketing digital, on va aussi être impacté par la rubrique écologique. Aujourd'hui, une grande partie de la pollution mondiale vient de la vidéo. Il y a des tas de tutos en ligne pour dépenser moins d'énergie, etc. On voit ici une initiative de Amazon qui dit « Je vais centraliser les livraisons sur un seul jour pour les abonnés Prime pour éviter d'encombrer les routes et donc pour moins polluer. » D'accord ? On a des initiatives comme ça très intéressantes qui viennent du marketing digital. On a le green codage, on a l'économie en serveur, et je rappelle que la pollution mondiale, elle est découpée en deux, l'outil informatique, l'ordinateur, etc., et la connexion. Eh bien, aujourd'hui, les chercheurs planchent sur ce sujet. Nous-mêmes, à Schema, on est entré dans une phase de normativité ISO 26000 pour vraiment mettre cette logique de développement durable, de manager responsable au centre de notre stratégie. C'est vraiment fondamental. On a conscience de tout ça, mais en même temps, on essaye d'économiser, on sensibilise et on utilise des infrastructures moins consommatrices d'énergie et donc de données. L'objectif, c'est d'optimiser tout ça. Donc il y a des tas d'initiatives mondiales intéressantes à ce sujet-là, et c'est aussi dans le portefeuille, le porte-clés de ce que peut vous proposer Schema. Alors qu'est-ce qu'on doit retenir ensemble? Quelques points clés. Pensez push, poussez de la publicité vers vos cibles. Démontrez tous vos avantages en ligne, on a appelé ça le trust. Créez des interfaces autonomes, comme Booking. Tout doit avoir lieu en ligne, comme sur Tesla. La qualité, elle a lieu dans la salle de classe, par téléphone, dans un magasin, dans un guichet. L'homme a un rôle de rassurer le client et le prospect. On peut cibler ultra précisément les internautes grâce aux données qu'ils laissent en ligne. On va pouvoir penser à un premier échantillon, c'est comme ça que toutes les marques se sont bâties. On a aussi ce qu'on appelle le CRM, rappelez-vous, c'est là où on centralise toutes les données du client. Donc ça, c'est super important, c'est vraiment l'interface centrale de votre stratégie digitale. La Customer Lifetime Value, quelle est la valeur de mon client à plus ou moins terme? Est-ce qu'il a une capacité de parrainage? Ne dépensez pas tout votre argent. Vous êtes capable de créer un business model qui crée un premier client, qui va en créer d'autres et qui va rester un client à long terme. On a d'ailleurs au sein de Schema ce qu'on appelle Schema Ventures. Schema Ventures, c'est une business unit sur chaque campus capable d'appuyer et de lancer votre carrière d'étudiant entrepreneur. Donc on est capable aussi de vous aider sur ce sujet-là. Et enfin, des actions qu'on peut mesurer en temps réel, c'est ce qu'on appelle, vous vous rappelez, le A/B testing via ce qu'on appelle des KPIs, donc c'est du calcul. Quel est le chiffre d'affaires généré par chaque internaute et comment je peux améliorer chaque échantillonnage.
évidemment, un point qui est important et qui est vraiment au centre de nos préoccupations à Schema, le durable. Comment je fais pour former des managers responsables qui eux-mêmes auront une capacité à convaincre des équipes, des investisseurs, un comité de directeurs, des collaborateurs, des clients. Il faut aujourd'hui qu'on pense durable et Schema s'est engagé aussi dans cette voie-là. Je tiens à vous remercier de votre attention et puis comme convenu tout à l'heure, je me tiens disponible pour répondre à vos questions. Alors il y a une première question de Flo. Bonsoir Flo, donc, qui nous dit: pensez-vous que les stratégies de panic marketing type Max Barber fonctionnent encore aujourd'hui? Personnellement, si je tombe sur cette campagne, je fuis en me disant que c'est une arnaque. Très très bien, très bonne question qui rentre dans le vif du sujet. Tu sais Flo, je vais me permettre de tutoyer, si ça ne fonctionne pas, on n'aura pas dépensé une énorme somme en fait quand on s'appelle Max Barber. On a sans doute un partenariat avec une marque qui produit le fameux sérum. On a un peu de packaging, on a un site internet qui est assez facile à créer et on va dépenser 1000, 10 000, 15 000 euros en ligne qui permettent de tester son marché. Donc, pour te répondre, toi, tu as le droit de fuir, comme n'importe quel client. Par contre, ce qui va nous intéresser, c'est les 5-10% de ceux qui vont taguer quelqu'un, qui est sans doute concerné par ce sujet, et ceux qui vont aller sur le site et qu'on va pouvoir ressolliciter, tu vois. Donc, je te réponds que, ok, 90% des gens vont fuir, ne vont pas acheter en tout cas, ça je te le confirme, mais il y a 10% qui vont acheter. Et si pour générer 10 clients qui vont dépenser en moyenne 30 euros, on doit dépenser 3 ou 5 euros, tu es d'accord avec moi? Calcul rapide. J'ai un ROS de 100 ou de 1000%. Donc j'ai dépensé 100, j'ai généré 1000. Donc oui, il y a des clients qui vont dire j'achète pas, c'est pas ma cam, j'ai pas confiance, etc. Mais il y en a 10 qui vont acheter. C'est eux qui nous intéressent, c'est le principe du A/B testing. Donc tu vois Flo, surtout, l'un des trucs que j'aurais peut-être pu mettre dans mon reminder, c'est n'importe quel entrepreneur, investisseur, n'est pas à la cible finale. Toi, tu vas dire non, mais que va dire la cible? Et donc le marketing digital, c'est un formidable moyen de tester un produit, un service rapidement et à moindre coût. D'accord? Surtout pensez à ça en marketing, vous n'êtes pas à la cible, ça c'est important. Manon qui me dit très intéressant, merci. Écoutez, merci Manon, c'est gentil, ça fait plaisir. Est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, pendant que vous préparez peut-être des questions, je vais rebondir sur la carte que vous voyez. Donc, on a aujourd'hui à Schema 7 campus. Vous le savez, donc je vais partir de l'ouest vers l'est, donc les États-Unis avec un campus à Raleigh, donc en Californie, en Caroline du Nord, pardon. On a ensuite Belo Horizonte au Brésil, où on a un deuxième campus. En France, on a 3 campus. Lille, nord de la France. Paris, alors ce qui est à noter avec notre campus de Paris, c'est que on va ouvrir un nouveau campus début 2021 à Suresnes, qui est absolument fantastique, puisque c'est un campus ultra moderne. Et donc, si vous intégrez Schema à la rentrée prochaine, vous aurez la chance dans votre scolarité d'y faire une partie donc de vos cours. Donc, formidable campus qui fait beaucoup parler et donc qui sera prêt début 2021. On a également un campus donc dans le sud de la France, à Sophia Antipolis. Je descends au sud de l'Afrique. L'Afrique du Sud, notre dernier campus avant celui donc, de Suresnes, c'est Cape Town, donc c'est notre dernier projet. Et enfin, à Suzhou, en Chine, notre 7e campus, donc pour terminer notre tour du monde des campus Schema. L'intérêt en PGE, c'est que vous allez pouvoir fréquenter plusieurs campus. Alors, du coup, pendant ce temps-là, pendant la transition, Marie m'a posé une question. Bonsoir Marie. Donc, le marketing digital a-t-il tué les autres formes de marketing? Eh bien, non. Évidemment, aujourd'hui, quand vous allumez la télévision, vous voyez toujours de la publicité télé, vous voyez toujours de la publicité papier dans vos journaux quotidiens, votre presse spécialisée, vous recevez toujours du print à la maison, hein, c'est-à-dire des cartes d'invitation, des remises, etc. Ça ne l'a pas tué. Par contre, on travaille beaucoup sur la complémentarité des canaux, d'accord? Et donc, il y a deux logiques, grosso modo. Soit les marques restent des pure players, d'accord?
C'est le cas aujourd'hui, on prend une marque comme le slip français, elle reste pure player. Et on a des marques qui vont se faire donc absorber par des grandes entreprises, donc qui vont devenir une business unit au sein de la grande marque. Donc, on est sur une complémentarité, on est sur deux modes de fonctionnement qui ne sont pas du tout les mêmes. Il y en a un qui est instantané, qui est héroïste, qui est mathématique, qui est technique, et un autre qui est beaucoup plus basé sur la science, sur la connaissance du client, sur le comportement du consommateur. Les deux sont complémentaires, et on l'a vu tout à l'heure dans le Digital Maturity Benchmark de Google, on cherche une complémentarité entre les canaux. Donc non, ça n'a pas tué. Je vais vous donner une statistique qui peut aller dans ce sens-là et qui va rassurer. On a vu tout à l'heure les chiffres incroyables de Amazon et Alibaba. En France, seulement 10% des transactions en B2C ont lieu en ligne. D'accord ? Seulement une vente sur 10 a lieu en e-commerce. 9 ventes sur 10 ont toujours lieu dans une boulangerie, dans une grande surface, dans un magasin de vêtements, etc. 9 sur 10 en magasin, 1 sur 10 seulement en ligne. Donc, vous voyez, pour le magasin, ce n'est pas une menace forte. Il y a une autre question de Sarah. L'ancien marketing consistait à créer un besoin chez le consommateur. Depuis, on s'est orienté vers une démarche plus consumer-centrique. Et au lieu de créer un besoin inexistant, on cherche à répondre à un besoin chez le consommateur. Est-ce que le marketing digital n'a pas tendance à faire une sorte de retour en arrière et en générant une envie, et de ce fait, est-ce que ce sera viable sur le long terme ? Alors c'est passionnant parce que là, tu vois, Sarah, tu parles d'un sujet, je me permets toujours de vous tutoyer, tu parles d'un sujet intéressant. C'est-à-dire que dans ce que tu dis, il y a une logique de connaissance du client grâce à la donnée et non pas de présumer connaître nos clients et ensuite de communiquer. Alors évidemment, il y a des limites à ça. C'est pour ça qu'en Europe, on a créé le RGPD qui protège le citoyen en termes de collecte de données. Mais aujourd'hui, on a effectivement un plus grand potentiel en proposant des catalogues. Je vais prendre un exemple qui va vous parler forcément, c'est Netflix. Netflix est un agrégateur de flux vidéo tout simplement en démarrage. Et petit à petit, Netflix devient un producteur de séries. Pourquoi ? Parce que comme Peugeot, Citroën, aujourd'hui, ils ont les données. Qu'est-ce que toi, Sarah, tu préfères regarder ? Est-ce que tu as regardé ta série en 5 épisodes en une fois, en 4 fois? Est-ce que tu fais pause pendant que tu regardes? Est-ce que tu as regardé une série puis un autre film? Donc tu aimes plutôt ce type de film ou de série. Donc avec cette somme de données, je vais même être capable de créer le produit de vos rêves en termes de production. D'accord ? On quitte le sujet de l'agrégateur, on devient un producteur de contenu film et série. D'accord ? C'est un exemple typique de co-construction. D'accord ? Donc on va même aller au-delà de connaître l'internaute, on va même co-créer sur base de ses parcours et de ses connaissances et de ses appétences. D'accord ? Est-ce que j'ai répondu à tes questions ? Est-ce qu'il fait une sorte de retour en arrière ? Bah, écoute, en tout cas, il donne au marketing ancien et traditionnel la loupe qu'il n'avait pas. Puisqu'avant, je devais communiquer à la télévision. Et encore une fois, je me répète, vous avez sans doute Sarah, Flo, etc., 20, 22, 18 ans, mais peut-être pas connu il y a 25 ans où on vous en a parlé. À la télévision, il n'y avait que cette pub-là. Il n'y avait que quelques chaînes. D'accord ? Même la télévision aujourd'hui ADSL va être un jour personnalisée. D'accord ? On a arrosé quelque part de publicité sans forcément connaître son client. Aujourd'hui, on interagit avec et on va chercher les données là où elles sont, c'est-à-dire sur sa navigation online. Alors, la question de Anonyme. Alors, bonsoir Anonyme, peut-être un souci d'identification. Le marketing digital est-il plus universel versus culturel ? Alors là, je dois dire que la question, et j'ai pas de réponse spontanée, est-ce qu'il est plus universel que culturel ? Alors, je vais essayer de comprendre la question. Tu veux dire par là, est-ce qu'on peut avoir une stratégie mondiale qui va permettre d'attaquer plusieurs pays en même temps? Je te réponds oui. À la différence, rends-toi compte encore une fois du spot télévisé. Quand avant j'étais Coca-Cola, je voulais diffuser ma pub dans 100 pays, il fallait que je la traduise 100 fois, etc. etc. Aujourd'hui, avec le online, c'est juste un script où je peux changer le call to action, etc. Donc, dans la logique de globalisation, encore une fois, c'est l'un des ADN de Schema. Je vais être capable d'adresser
chaque citoyen du monde de manière locale et ciblée. Ça, on l'apprend à Schema. Par contre, je ne comprends pas l'opposition avec culturelle. Parce que si Anonyme, tu peux, alors désolé, je ne sais pas ton prénom, si tu peux rebondir, parce que je n'ai pas compris le versus culturel. Le marketing digital est-il culturel? Oui, on le voit en ce moment, on est confiné, mais les musées, les expos, etc. ouvrent leurs portes via le digital, on peut faire des visites virtuelles. Si on n'a pas les moyens de voyager, on n'a pas le temps, on peut visiter de super sanctuaires, etc. grâce à Google Earth notamment. Voilà, Anonyme me complète sa réponse. Plus universel que le marketing traditionnel? Oui, oui. Alors, on a ce frein en démarrage, mais encore une fois, c'est pour ça qu'à Schema, on a des cours liés à ça, on a une académie dédiée à ça. Mais une fois qu'on a les bases de ce qu'on a essayé de voir en quelques minutes, on sait adresser n'importe qui dans le monde. Et on voit des outils qui permettent de dire j'ai une pub et je vais l'adapter pour chaque pays grâce à des sous-titres, grâce à des voix différentes. Donc oui, le marketing digital est nettement plus universel que le traditionnel, ne serait-ce que d'un point de vue de deux sujets, on l'a dit, le coût et le temps pour déployer tout ça. Donc oui, le marketing digital est une formidable arme pour communiquer dans le monde. C'est pour ça que je suis content de vous montrer cette carte. Aujourd'hui, Schema, vous le voyez, on couvre le globe. Et donc, on est capable, grâce à ces échanges, etc., grâce à des professeurs qui parlent entre eux, d'adresser n'importe quelle population, n'importe quel voyageur, touriste, businessman ou woman international. J'espère que ça répond à ta question. Bien. Alors, s'il y a des dernières questions, c'est le moment. Sinon, je vais vous remercier une fois de plus au nom de Schema, remercier également mes collègues qui sont avec moi ce soir, et puis vous dire à très bientôt. N'oubliez pas que vous avez nos coordonnées si vous souhaitez échanger. Donc, excellente soirée et vraiment au plaisir de vous croiser au sein de Schema. À bientôt, merci.